Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau donc, de l'Institut du monde arabe. Nous sommes presque sur la terrasse, même si elle est encore un petit peu fermée. Le printemps va bientôt céder la place à l'été. Voici l'actualité francophone. Nous sommes ravis d'être là pour vous. Après avoir confirmé son talent à la télé et à la radio, l'humoriste et comédien Maman passe au grand écran avec un premier film, Bienvenue au Gondwana, dont nous parlons aujourd'hui dans 300 millions de critiques. La 57e Biennale de Venise ouvre ses portes le 13 mai prochain. Quels sont les projets choisis par nos différents pays? Quelles sont les particularités des artistes choisis? Ce sont des questions que nous allons poser. Poète, parolier, scénariste, plasticien, il y a 40 ans, Jacques Prévert nous quittait. De nombreux livres paraissent à cette occasion. On le commémore au Printemps des poètes. Que reste-t-il de Prévert 40 ans après sa disparition? C'est un des thèmes du jour. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Nous sommes donc avec Alain Gerlache, mon cher Alain, bonjour. Nous sommes avec Estelle Martin, donc vous savez qu'Alain travaille donc pour la radio-télévision belge, la RTBF. Estelle Martin de TV5 Monde, que vous connaissez bien évidemment. Michel Serrouti de la radio-télévision suisse. Nous sommes avec Lise-Laure Etière de TV5 Monde et avec Mathieu Dugal, donc de Radio-Canada. Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous accueillir. Le premier sujet concerne le cinéma. Maman est un ancien pensionnaire, peut-être le connaissez-vous, du Jamel Comedy Club, qui a confirmé son talent donc, dans plusieurs émissions de télé. Il est un chroniqueur très suivi de RFI, donc Radio France Internationale, où il a fait naître la République très, très démocratique du Gondwana, qui est passée au grand écran avec un premier film donc, qui s'appelle Bienvenue au Gondwana, dont nous allons parler juste après cette bande-annonce. Bienvenue au Gondwana! Notre leader bien-aimé a pris tout le monde par surprise en annonçant sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Sous sa dictature, les Gondwanais n'ont connu de souffrance. Toute fraude relevée par les observateurs internationaux entraînera l'application de sanctions. Je veux que vous alliez au Gondwana pour porter haut le flambeau de la tradition démocratique de votre pays. Partir une semaine en Afrique? Bienvenue en République très très démocratique du Gondwana. Je voudrais rejoindre mes collègues, je fais partie de la mission des observateurs. Tu es congolais, non? Je suis citoyen helvète. Tu as volé ce passeport-là où? Alors, comme ça, vous êtes venu surveiller nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous envoie ici. Tous les dignitaires sont là et le président du Conseil économique et social. Ah non, président de la Cour des comptes. Comment ça? On en a parlé avec le président. Et il a dit, faites comme vous voulez. Jusqu'à quand accepterez-vous de jouer les idiots utiles de nos dictatures? Ils sont en train de tout organiser pour voler les élections. Nous sommes venus ici en amis, alors pas de procès d'intention, hein? J'ai découvert de quoi faire tomber votre président fondateur. On est fatigué. Majorité, opposition, ils sont tous les mêmes. Je suis l'opposant numéro 1 de ce pays. Allez dire à président fondateur que jamais il m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça. On a un tout petit service à te demander. Quand tu vas gagner les élections. Faut pas nous oublier, hein? Lise-Laure, de quoi s'agit-il exactement? En fait, dans Bienvenue au Gondwana, comme vous disiez tout à l'heure, la très très République démocratique du Gondwana, c'est un peu l'histoire de la réélection du président fondateur, donc qui veut se faire réélire. Alors il y a une délégation d'observateurs qui vont arriver, envoyés de l'ONU, qui vont venir pour superviser, comme on dit, le bon déroulement des élections. Et c'est là un peu que va se jouer un peu le film, c'est que cette délégation, le chef de cette délégation va vouloir vendre des asperges au président fondateur qui, lui, va vouloir soudoyer la délégation. Et puis, là où se joue un peu tout le film, c'est qu'il y a le chef de la délégation a deux chauffeurs. C'est ce duo comique qui est très drôle, Gou et Digbe Cravate, qui sont en fait de mèche avec le président fondateur. Et pendant tout le film,
ce qui est marrant, c'est que c'est une comédie, on rit beaucoup, mais en même temps, ça raconte un peu l'histoire de cette Afrique d'aujourd'hui en proie avec ses processus démocratiques, la France-Afrique, les oppositions qui ne jouent pas leur rôle, le rôle des mouvements citoyens, et puis il y a également ce que j'ai vu à la fin, le rôle des musiciens. On a vu au Burkina Faso, il y a Didier Awadi, Tikenja Fakoli. En fait, c'est vrai qu'il y a, par rapport à ce film, beaucoup aussi de critiques, parce que c'est vrai que Maman est plus un humoriste, mais je pense que la force du film, c'est qu'il a réussi à donner une visibilité à des acteurs, à des comédiens africains qu'on ne voit pas souvent au cinéma, qui ont pour la plupart 20 ans de carrière. Voilà, c'est une satire. C'est clairement une satire. Voilà, moi je pourrais dire c'est une satire parce que c'est quand même assez juste ce qui décrit et de ce qui se passe aujourd'hui sur le continent, et de voir Gou, Digbe, Boeri, Omar Da Fonseca, tous ces gens à qui on ne donne pas souvent la parole et qui n'ont pas de visibilité internationale. Je pense que c'est réussi. C'est des Africains qui parlent de ce dont ils... Il vient d'où, Maman? Enfin, en dehors de sa carrière, je parlais du Jamel Comedy Club et de ses chroniques sur RFI, il vient d'où, lui? Mais Maman, c'est un Nigérien, je pense que son père est diplomate, qui a beaucoup voyagé sur le continent, qui a... Donc il a vu. Voilà, qui a fait ses études ici en France et qui a fait, comme vous l'avez tout à l'heure dit, le Jamel Comedy, qui a fait ses classes un peu dans les émissions ici en France, et qui s'est dit, tiens, pourquoi pas, autour de cette République fondée, faire un film. Voilà, il avait déjà fait des courts-métrages quand même aussi. Donc ce film, est-ce qu'il vous a plu, est-ce qu'il vous a intéressé, Michel? Oui. Alors, j'ai regardé ce film avec... Vous faites un petit oui. Oui, parce que il y a deux choses. C'est-à-dire que formellement, c'est pas un grand film. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas dire que tous les acteurs soient bons, même si effectivement Gou et Cravate, alors eux, sont formidables dans l'interprétation et surtout dans ce rôle de Jiminy Cricket qu'ils ont pendant tout le film, en posant les bonnes questions et qui font réfléchir le téléspectateur, notamment quand ils interrogent pour savoir ce qu'est la communauté internationale. C'est un grand moment parce que finalement, voilà, on s'aperçoit que la communauté internationale, au final, c'est peut-être le Conseil de sécurité de l'ONU et qu'il n'y a rien de démocratique là-dedans. Et puis c'est tout, puis le reste, on s'en fout. Par contre, le film pose des questions, met l'accent sur des acteurs et des personnages qu'on voit moins. Et puis surtout, quand on connaît ou quand on a lu un petit peu ce qui se passe en Afrique, même si c'est de la satire, on est quand même très proche d'une réalité politique, démocratique, ou qui ne l'est pas justement, ou des intérêts mélangés de l'Europe ou des pays occidentaux et de l'Afrique. Après, la réflexion que j'ai eue en regardant ce film, moi je me suis dit finalement, il y a une chose qui m'ennuie aujourd'hui avec ces satires continues qu'on a, alors pas simplement ce film, mais on voit avec l'arrivée des nationalismes ou des dictatures ou autres, aujourd'hui on en rit beaucoup, une sorte de catharsis populaire. Sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de sketchs, il y a de plus en plus de films, il y a de plus en plus de dessins de presse et autres qui se moquent, qui essayent d'exacerber, mais aussi de mettre une sorte de catharsis. Et puis des fois, j'ai l'impression que le risque, c'est qu'on rit de ça, on like, comme on le fait beaucoup, on aime sur les réseaux sociaux, mais finalement, on oublie le combat contre ces injustices, contre ces dictatures, contre ces totalitarismes. C'est un peu la même veine que le film qu'avaient fait Eboué et Thomas Gisol. Que j'ai pas vu. Voilà. C'est un peu la même veine. Mais juste pour terminer, moi, c'est ça mon souci aujourd'hui, c'est qu'on rit de plus en plus, on va dire, des malheurs du monde, j'ai l'impression, et puis du coup, on oublie peut-être de véritablement les combattre, et simplement quand on voit des films, on s'en amuse, ou quand on fait des films, ou quand on like les choses sur les réseaux sociaux, ça devient, ou on participe à des festivals du film pour les droits humains ou autres, ce qui sont très bien dans l'absolu, c'est pas le problème. Mais finalement, on oublie véritablement de s'engager, on reste spectateur. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu en regardant ce film. Donc c'est une satire, mais c'est un objet esthétique relatif, c'est le moins qu'on puisse dire. Dites-vous. Oui, Estelle. Vous évoquez le Crocodile du Botswana, qui était une comédie là aussi, mais alors qui tournait plus autour de l'agent et du football, les Africains, qui sont les jeunes Africains qui sont recrutés. Ça, c'est vraiment une manne qui a été reprise pour la comédie, alors surtout... peut-être en France, en Belgique, on pense aux Rayures du Zèbre avec Benoît Poelvoorde et Marc Zinga, où là, c'est de la grosse comédie qui tâche. On est un petit peu dans ce cas-là avec Bienvenue au Gondwana, mais c'est quand même plus fin et surtout, c'est plus authentique. Moi, c'est vraiment, pour avoir vu les trois films, je trouve ça beaucoup plus authentique. Alors, pourquoi? Déjà parce que Maman, il a quand même encore un pied très important en Afrique. Je crois qu'il fait le va-et-vient entre Paris et je crois qu'il est installé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ouais. Abidjan, où le film a été tourné. Et ça, on ressent quand même que ça a été tourné en Afrique. Il y a vraiment toutes les scènes et ça fait pas folklorique. Voilà.
voilà, on est en Afrique, c'est l'Afrique, les acteurs sont africains, c'est pareil. Le duo, ils ont des formules et tout pour être avec Liselore, elle aussi, elle a ces formules-là, quand elle revient d'Afrique et tout. On sent que c'est authentique et ça, c'est une réussite. Aussi, tout ce qui est l'allusion aux problèmes démocratiques en Afrique, c'est vrai. Pour le traité sur TV5 Monde, évidemment, on a vu, hein, c'est quand ils renouvellent des mandats alors qu'ils n'ont pas le droit, et ça, c'est tout à fait juste. Et ce qui est intéressant, c'est que Maman nous parle de toute cette jeunesse connectée, c'est-à-dire vraiment que c'est une Afrique connectée avec des jeunes qui savent très bien ce qui se passe, qui peuvent essayer avec les réseaux sociaux de se mobiliser. On l'a vu avec Balai Citoyen, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu au Sénégal avec Y'en a marre, et ça, c'est le côté intéressant. Après, c'est un premier film avec des maladresses, mais il y a une authenticité qui, pour ma part, m'a plu, m'a vraiment touchée, et je trouve que ça nous permet aussi de voir l'Afrique autrement, une Afrique qui ressemble plus à l'Afrique telle qu'elle est. Et un petit mot juste de la bande son, la bande sonore, Relema, qui est un excellent musicien congolais. La bande son est top. Elle est top, vraiment. Là, ça, c'est une vraie réussite. Absolument. Mathieu. En fait, la France-Afrique, vue du Canada, vue du Québec, c'est vraiment très loin. Hein? On a de la misère nous-mêmes à se rappeler de notre propre histoire. Alors, Jacques Foccart, pour nous, là, c'est très loin dans la liste de priorités. Cela dit, ce film-là a plusieurs qualités pédagogiques. Je pense que d'un point de vue d'un Nord-Américain, d'un Canadien, de regarder quelles sont les relations politique que la France entretient encore avec ses ex-colonies, c'est extrêmement important d'en être conscient. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que François Hollande a quand même dit, lors de la libération de Tombouctou en 2013, qu'il s'agissait, et ça c'était dans son discours qu'il a prononcé là-bas, du jour le plus important, le jour politique le plus important de sa vie. En fait, le jour le plus important de sa vie politique. Absolument. Voilà. Intervention au Mali. C'est quand même énorme là, pour un président français d'avoir dit ça. Et donc, il faut être conscient de cette relation-là. Et bravo à Maman pour avoir amené donc, cette réalité-là au cinéma. Et surtout aussi dans une veine drôle. C'est pas évident de réussir à rire de ça parce que faut pas oublier, comme le rappelait Michel, qu'on est aussi actuellement dans un monde politique où on s'accommode très bien des autocrates africains qui actuellement renouvellent leur mandat. Et pas seulement africains, voilà, disons-le aussi. C'est pas seulement en Afrique, mais effectivement, mais pour ne parler que de cette situation-là. Et, bon, il faut souligner cet effort-là. Maintenant, est-ce que c'est un grand film? Moi, je ne suis pas prête à dire ça. C'est un film... Le grand film sur l'Afrique, c'était Tombouctou. Oui, on est très loin de Timbuktu, effectivement. Oui. Mais bon, il n'y a pas des grands comédiens, il n'y a pas de grandes performances. Peut-être, oui, le duo dont vous parliez tire quelques sourires, mais sinon, c'est dommage d'avoir gaspiller, entre guillemets, une occasion de faire une comédie plus drôle que ça, parce que on veut être acide sans être trop acide, et on joue un peu, on est un peu mi-figue, mi-raisin. Bref, un film intéressant, oui. Un grand film, une grande comédie, ça, je ne suis pas prête à le dire. Un mot, Alain, puisque ce film parle d'un sujet que les Belges connaissent aussi, qui est le rapport justement entre les pays colonisés d'Afrique. La Belgique a joué un rôle très important dans ce domaine, ou a eu une influence considérable, presque équivalente à celle de la France. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est guéri, c'est réglé ou pas du tout, par exemple? Alors, il n'y a pas de Belgique-Afrique comme il y a la France-Afrique. Les relations restent toujours extrêmement complexes, extrêmement sensibles. Mais en revanche, on a une communauté africaine qui est très, très implantée, notamment à Bruxelles. Hein. Il y a un quartier qui s'appelle Matongé, qui est le nom d'un quartier aussi à Kinshasa. Et ce qui est particulier, c'est que autant les relations communautaires ou humaines sont faciles, simples, notamment quand on les compare avec d'autres communautés implantées en Belgique où les rapports sont plus complexes, autant les rapports entre États, avec nos anciennes colonies, restent quand même complexes. Mais c'est sans doute lié davantage aux classes dirigeantes qu'à la population. Sur Twitter, le film de Maman est l'objet de nombreux commentaires. Alors, dithyrambiques, à l'instar de celui de Désay, magnifique, ou comment dénoncé par la satire, c'est un chef-d'œuvre, merci. Il faut être un peu mesuré par rapport à ça. Ce n'est pas un chef-d'œuvre cinématographique, mais c'est son avis. Pour interagir, vous aussi, 300 millions de critiques, vous nous suivez évidemment sur Twitter et également sur Facebook,
aux adresses qui sont en bas de l'écran. Deuxième sujet, aucun rapport, nous allons revenir à l'art. La 57e Biennale de Venise rouvre en effet ses portes le 13 mai prochain. Quels sont les projets choisis par les différents pays? Alors vous savez que c'est un peu le festival de Cannes, donc de l'art contemporain avec la Documenta à Kassel. Quelles sont les particularités des artistes choisis? Ce sont les questions que nous allons nous poser après ces quelques images d'un des projets précédents de l'artiste choisi pour le pavillon français. Il s'agit d'ailleurs du sculpteur Xavier Veillant, un travail intitulé « Vent moderne ». Voilà, Xavier Veillant est un artiste français qui a une cinquantaine d'années et qui a exposé, vous le savez, au château de Versailles et qui fait donc ces sculptures à facettes qui sont pour certaines d'entre elles absolument magnifiques. Il a beaucoup de talent. Et voilà, alors la Biennale de Venise, et après mes camarades vont évidemment intervenir, ça a permis de découvrir des gens comme Robert Rauschenberg, des monstres du pop art. Ça a permis aussi de découvrir récemment donc, une jeune artiste française qui s'appelle Camille Enrault et dont on avait peu entendu parler avant. Bref, c'est le grand lieu avec la Documenta à Kassel de la découverte d'artistes qui vont faire, ou pas d'ailleurs, des carrières colossales après. Ma chère Estelle. Oui, alors on citait Xavier Veillant, c'est vrai que là c'est un choix assez logique dans le sens où c'est vraiment un artiste installé en France, un artiste qui est vraiment connu, qui est représenté par la galerie Perrotin. Vous évoquiez les sculptures à facettes. Alors là, il change vraiment d'univers. Oh, ça fait quelques années déjà qu'il travaille sur la musique, l'univers sonore. Moi, je l'avais rencontré dans ce cadre-là, dans une petite exposition où justement il mettait en avant, c'est un full musique. Il a vraiment une collection de vinyles assez impressionnante. Et là, il propose à Venise une œuvre assez étonnante dans le sens où c'est une œuvre qui est en train de se faire. Enfin, c'est une œuvre qui veut nous montrer la création et la création musicale. Ça s'appelle Studio Venezia, donc Studio Venise. Et vraiment, il a reproduit un studio d'enregistrement et il va demander, pendant les 7 mois que dure cette biennale, à des musiciens de venir. Certains avec qui il travaille très souvent. Hein, je pense à Sébastien Tellier, où ils sont très proches. Ils ont déjà collaboré très souvent ensemble. Je pense aussi à Christophe Chassol. Christophe Chassol, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un pianiste. Mais alors lui, il travaille, un musicien et pianiste notamment, il travaille en regardant des images. Vraiment, c'est vraiment tout un travail d'improvisation ou de création musicale sur des vidéos. Il voyage à travers le monde. Et Xavier Veillant, c'est ce qu'il propose, qui est assez culotté, je ne sais pas, mais qui va vraiment... Enfin, c'est quand même assez original dans la démarche, c'est-à-dire nous proposer une sculpture sonore, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, en tout cas tout un travail autour de la musique. Il va rester les 7 mois de la Biennale in situ, parce que pour lui c'est important aussi, ça fait partie de son travail, et il va faire voyager ce studio, puisque cette expérience sonore, musicale va se créer à Lisbonne, à Buenos Aires. Et enfin, il y a un côté interactif, participatif, puisque toutes les personnes qui vont venir assister à ces enregistrements vont pouvoir prendre des photographies, prendre des enregistrements et les poster. Donc ça pose aussi beaucoup de questions sur la propriété artistique, la propriété intellectuelle. Et c'est toutes ces questions qu'il veut aussi nous poser, les poser avec toute cette installation. Voilà, Biennale de Venise, comme son nom l'indique, ça se passe tous les 2 ans. C'est évidemment extrêmement important, ça se passe dans cet endroit magnifique qui est Venise, à l'Arsenal, donc c'est un petit peu excentré, mais vous avez à l'intérieur de la ville des dizaines d'expositions qui ne sont pas forcément celles de la Biennale. On parlait la semaine dernière de celle de Damien Hirst, donc c'est vraiment un endroit où on peut se faire une idée, si on a la chance de pouvoir y aller, du panorama mondial de l'art d'aujourd'hui, dans un contexte qui est un contexte traditionnel, car il ne faut pas oublier qu'à Venise, vous avez les tableaux extraordinaires de Bellini, de Titien, les tableaux de Véronèse, ce musée fantastique qui est celui de l'Accademia, qui est tout proche justement du Grand Canal. Alain. Mais je voudrais embrayer sur ce que vous venez de dire, hein, parce que c'est vrai que la Biennale, on a l'impression que c'est quelque chose qui est clos. Il faut vraiment d'abord découvrir l'environnement. L'environnement, c'est l'Arsenal, ce sont les jardins à côté de l'Arsenal, un peu plus loin, etc. On va de palais en palais. Certains pavillons sont absolument remarquables et valent même d'être visités en dehors de la Biennale. Si vous allez à Venise alors qu'il n'y a pas, ce n'est pas l'année de la Biennale, ou bien en dehors
de la période. Ça, c'est long quand même. Mais bon, vous aurez l'occasion... Au début de l'automne. Début de l'automne, oui, fin octobre, début novembre. Et voilà, il y a des pavillons qui sont absolument remarquables. C'est assez intéressant de les visiter en dehors de cette période parce qu'alors, c'est... Surtout à la fin de l'automne, c'est un peu... Il y a peut-être ce charme de ces palais. Oui, voilà, il y a un peu de nostalgie, de tristesse, parce que... Quelqu'un qui écrit une chanson sur la tristesse à Venise. Voilà, évidemment. Et la tentation de Venise aussi. Alors, en l'occurrence, moi j'ai une question pour vous. Quel est le rapport entre le concours Eurovision de la chanson et la Biennale de Venise? Nous en parlions la semaine dernière. Ils ont été fondés la même année. Non, pour la Belgique en tout cas. Eh bien, tout comme à l'Eurovision, on alterne une chanson flamande, une chanson qui vient de la partie francophone du pays, eh bien, c'est la même chose pour la Biennale, puisque cette fois-ci, c'est un artiste qui est choisi par la communauté flamande. Il s'appelle Dirk Brackman, et on l'appelle souvent le peintre ou le photographe peignant, plutôt, parce qu'il peint à partir de clichés qu'il a réalisés, en général très sombres d'ailleurs. Il n'aime pas tellement cette expression. Il travaille en argentique, ça devrait plaire à Michel. Il n'aime pas le numérique, c'est les bonnes vieilles photos ça me plaît, effectivement, traditionnelles. Je vous connais, je vous valorise dans votre conservatisme assumé, cher Michel. Mais voilà. Un compliment et d'ailleurs, on l'appelle aussi, on parle de ses œuvres comme étant souvent 50 nuances de gris, etc. Ce qui lui tape aussi sous système, il n'aime pas. Ce qu'il aime bien, c'est photographier plein de choses, oublier ses bobines et puis travailler dans sa chambre noire et créer des œuvres à partir de ces photos. C'est assez original. En tout cas, ça lui a permis de se faire connaître par ce monde-là, en tout cas, dans ce qui lui est vraiment propre. Et la Biennale offre, comme à plein d'autres artistes, l'occasion de se faire connaître par un public plus vaste. Mais il faut dire à tous ceux qui visitent Venise, osez à la Biennale. Ne pensez pas que ce n'est pas pour vous. Et en effet, comme vous l'avez dit, baladez-vous aussi dans la ville, parce qu'en marge de la Biennale, je ne dirais pas qu'il y a une Biennale off, mais il y a aussi plein de choses qui se jouent. Les musées extraordinaires. Évidemment. Voilà. Osez la Biennale. Osez la Biennale, il faut le dire. Bon, alors vous, le traditionnaliste assumé. Voilà ma nouvelle étiquette après le Servin, voilà, traditionnaliste assumé. Ce sont les propos d'Alain. Mais puisqu'Alain parlait des pavillons, c'est vrai que là, les pavillons, il y en a un certain nombre qui sont construits en dur, qui sont là et qui existent de manière... Qui représente la Suisse? Cette année, alors... qui représente la Suisse cette année, s'est placé sous l'égide de Philippe Kaiser, qui est un curateur fort connu, qui a travaillé à Bâle, qui a travaillé à Los Angeles et désormais qui travaille du côté de Cologne, qui a sélectionné deux artistes, enfin un duo. C'est Teresa Hubbard et Alexander Bechler d'un côté, et puis Carole Boeuf de l'autre. Et ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, parce que un petit peu coupé, mais c'est pas grave. Par rapport au pavillon, le pavillon suisse avait été construit, enfin dessiné à l'époque par Bruno Giacometti. Bruno Giacometti étant le frère d'Alberto Giacometti, et tout cela a un lien, parce qu'Alberto Giacometti, paradoxalement, n'est jamais venu à la Biennale de Venise pour représenter la Suisse. Il y a fait une petite apparition, je crois en 56 ou en 61, je ne me rappelle plus, dans les années 60, avec des sculptures dans le pavillon français, mais il ne voulait pas venir pour la Suisse et il disait « je ne veux pas être récupéré par un État. Moi, je veux garder mon indépendance. L'art est international. Je ne veux pas être associé à un État. » Donc, il ne l'a jamais fait. Mais paradoxalement, cette année, eh bien, ce qu'ils ont voulu faire, c'est rendre hommage justement au fait que Giacometti n'est pas venu. Et Teresa Hubbard et Alexander Bechler vont proposer une installation cinématographique, documentaire, image comme ça, qui parlera de la relation de Giacometti et Flora Maio, qui est une sculptrice américaine dont on a peu entendu parler, mais ils ont été amants. Il semblerait que le travail de l'un a influé sur l'autre dans les années 20 lorsqu'ils étaient à Paris, ça c'est une chose. Et puis Carole Boeuf, de son côté, elle va proposer des sculptures originales qui sont basées aussi sur les groupes de personnages dont Giacometti était habitué. Ça s'appelle Women of Venice, le tout, les femmes de Venise, parce qu'aussi Giacometti, quand il avait exposé pour la France, avait baptisé le groupe de sculptures qu'il avait mis en place de ce nom-là. Donc voilà, ça c'est pour la partie dans le pavillon. Et puis sinon, encore une chose qui est intéressante, je pense que ce sera peut-être même la plus intéressante, enfin je m'avance un tout petit peu, mais il y a un salon parallèle
évidemment au principal. Et vous avez lu comme je suis sage, j'écoute. Je vous remercie. Mais ça va vous intéresser. C'est Kouyo, donc qui est la fondatrice de la foire de l'art contemporain africain 154 ou de Raw Material Company à Dakar, qui a été mandatée pour s'occuper de ça. Alors on est curieux de savoir quel regard elle aura, parce que le but, c'est qu'elle essaye de faire comprendre la place paradoxale de la Suisse dans l'art, l'économie et la politique au sein de l'Europe. Dans un truc comme ça va être certainement décoiffant, je l'espère. Voilà, pour être complet concernant les Français, vous savez qu'il y a eu un concours qui a été organisé, parce que c'est un truc qui était assez différent par rapport à d'autres participations. C'est qu'on a demandé aux artistes de présenter des projets, non pas d'être désignés par des sélectionneurs. Il y a beaucoup d'artistes qui ont contesté cette affaire, considérant que pour certains qui sont importants, ils n'avaient pas à faire un projet comme si c'était des enfants qui devaient se soumettre donc à un jury, alors qu'avant on était désignés comme représentants de la France, un peu comme le festival de Cannes. On en pense quoi au Canada et plutôt au Québec? Au Canada, on est un peu en marge de ces grands circuits-là. Cette année, c'est Jeffrey Farmer, qui est un artiste de Vancouver. Donc, les Deux Solitudes aussi, elle joue beaucoup au Canada, parce que Jeffrey Farmer, au Québec, il n'est pas très connu, même si à l'international, c'est quand même quelqu'un d'important. Il était à la Documenta, à la dernière Documenta. Il y a 2 ans, on a eu une représentation record d'artistes québécois lors de la Biennale, et on avait des artistes québécois qui représentaient le Canada, un trio de Québec qui s'appelle BGL, qui était au Pavillon du Canada. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur le Pavillon du Canada à Venise, un pavillon qui date de la fin des années 50 et qui a toujours été assez problématique, me dit-on, parmi les artistes qui y ont exposé. Pourquoi? Parce que c'est un pavillon qui est assez petit, paraît-il, et les gars de BGL, donc Jasmin Bilodeau, Nicolas Laverdière et Sébastien Giguère, à qui j'ai parlé de leur participation, comparaient le Pavillon du Canada à une aire de restauration qu'on retrouve sur le long des autoroutes. Et donc, ils ont décidé de jouer avec ça. Et c'est des artistes qui jouent beaucoup avec la dérision, avec l'ironie, qui créent souvent des installations qui sont très grandes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, BGL, lors de la dernière biennale à Venise? Ils ont créé l'arabe du coin. Hein? Donc, on appelle ça, nous, au Québec, les dépanneurs. Un dépanneur en bonne et due forme. Et ils ont créé, dans cette ère de restauration, comme ils l'appelaient, un dépanneur presque vrai, presque réel, à un tel point qu'il y avait beaucoup de visiteurs qui s'y trompaient et qui allaient... Alors, je vais vous montrer, Guillaume, vous voulez voir à quoi ça ressemble? Ça s'appelait Canadissimo, cette œuvre-là. Et donc, les visiteurs s'y trompaient et voulaient acheter une bouteille d'eau, un sac de chips, sauf que les prix étaient floutés. Et donc, tu as l'impression que tu es dans un vrai dépanneur chez l'arabe du coin, mais il y a quelque chose qui ne cadre pas avec... Tu vois pas les prix. Du coin, c'est interdit, là. Pardon? Oui. On n'a plus le droit de dire ça. Ah non, on n'a plus le droit? Ah non, On n'a plus le droit de rien dire, de toute façon. Sauf dans 300 millions de critiques. Continuez, mon cher Mathieu. Et donc, ce que ce trio-là a réussi, ça a été très couru. Hein. D'ailleurs, ils ont eu une revue de presse du tonnerre lors de cette édition 2015. Donc, je rappelle que c'était en 2015. Ils ont une revue de presse du tonnerre. Résultat, en 2018, ils représenteront le Canada aux Jeux du Commonwealth en Australie. Ils seront présents d'ailleurs. Qui sera là, alors? Qui sera là en 2017 pour le Canada ou pour le Québec? En 2017, c'est Jeffrey Farmer, donc l'artiste de Vancouver. Mais il ne faut pas oublier, comme le soulignait Michel, que ce qui est intéressant aussi, c'est oui, l'exposition principale, mais il y a aussi tout le off festival. Et d'ailleurs, le Québec était représenté par plein d'artistes. Il y a 2 ans, il y avait Alexandre Berthier, Jean-Pierre Aubé, Frédéric Lavoie, Simon Bilodeau, donc une grande représentation. Et ça a comme conséquence que ces artistes-là ont une résonance au niveau international qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Et quand on est à l'extérieur de ces grands circuits internationaux, c'est très important pour un pays comme le Canada ou comme le Québec d'être présent dans ces événements-là parce que ça rattache en tout cas les artistes à des marchés auxquels ils n'ont pas accès d'habitude.
Lise-Laure, on termine avec vous, brièvement. C'est un peu, je vais rebondir sur ce que disait Mathieu, c'est effectivement que la Biennale va permettre à certains artistes africains d'avoir une visibilité. Je veux dire que la Biennale de Venise, vue du continent, c'est très très loin. Alors ça intéresse certainement les milieux culturels, pour ne pas dire les artistes contemporains africains. Alors il y avait eu une grande visibilité en 2015. Pourquoi? Parce que le directeur de cette Biennale était l'américano-nigérian Okwi Enezor, qui était... Absolument. Voilà, qui était directeur de la Documenta, etc. Donc, il y avait 15 artistes africains qui étaient présents. Mais cette année, il y aura le Nigeria, ce sera une première. Il y aura l'Égypte, mais il y aura surtout le retour de la Tunisie, qui n'était pas là depuis 60 ans. Mais ce sera par le biais d'une fondation. Alors on sait que pour la Tunisie, ce sera l'occasion d'avoir une grande visibilité. Pourquoi? Parce que la circulation des œuvres qui sont classées là-bas au patrimoine mondial, c'est légalisé. Donc au patrimoine national, pardon, c'est difficile de faire circuler les œuvres. Par contre, je vais parler un peu de l'Afrique du Sud parce qu'il y a un artiste de 31 ans qui s'appelle Maou Mada Madi Sakeng et qui vit à Soweto et qui, lui, présente des œuvres assez originales. On appelle ça de l'art visuel, de la photo, de la vidéo, qui filme son corps et qui reproduit un peu les violences qu'il a vécues pendant l'apartheid, notamment en s'inspirant de la mort de son grand frère qui l'a beaucoup touché. Merci beaucoup, Lise-Laure. On vous retrouve dans une prochaine émission. Je rappelle d'ailleurs qu'à la Fondation Vuitton, il va y avoir une grande exposition. Donc, il y a une grande exposition qui est entièrement consacrée à l'art africain. L'interactivité pour cette biennale artistique, on décernera, comme le veut la coutume, un lion d'or. C'est un peu comme la Palme à Cannes. Et cette année, c'est une plasticienne américaine de l'art féministe qui est honorée et ce qui fait plaisir à Diane, qui a tweeté ceci. Carole Schneemann, Schneemann, performeuse body art qui a révolutionné le rapport de l'art au corps, recevra le Lion d'Or de la Biennale de Venise. Nous parlerons plus en détail de la performance artistique la semaine prochaine dans 300 millions de critiques. Vous nous suivez sur Twitter, sur Facebook et vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette émission. Merci donc ma chère Lise-Laure. Dans un instant, nous allons parler de Jacques Prévert, juste après donc le Zap Culture. How did it feel get back into the studio again? It must have been weird. Well, say it was emotional for them. Allez, Chine. Bah tiens, regarde lui. Je suis sûr qu'il a 20 ans de plus qu'elle. C'est dingue, ça. Le message du film est simple. Ne pas s'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas avec les enfants? Quoi? Bah, quoi? Vous êtes qui, madame? Je suis qui, moi? Oui, je suis qui, moi? Tu veux savoir qui je suis, moi? Tu veux savoir qui je suis? Tom Cruise, aux premières loges, les fans sont ravis qu'un épisode soit filmé ici, en France. L'année dernière, le nombre de productions étrangères a bondi de plus de 60%. Du jamais vu. Il veut une bouillabaisse. C'est pas un braquage, je veux juste récupérer mon boulot, m'avez compris? Mais ouais, c'est Gérard, c'est notre ancien gardien de nuit, il veut juste récupérer son boulot, quoi! La recette est connue, le public en redemande. Le paradoxe, c'est qu'il n'existe pratiquement aucun artiste francophone de musique schlager. Un soir de jazz dans un club à Bruxelles, la capitale vibre plus que jamais au son de cette musique. C'est quand même la capitale du jazz en Europe, Bruxelles. Un jour, quand tu viendras. Le 28 avril 1967, l'exposition universelle ouvrait ses portes à Montréal. 50 ans plus tard, on célèbre cet anniversaire avec le lancement d'une dizaine d'activités pour faire vivre ou revivre la fièvre de Terre des Hommes. C'est une chorégraphe qui travaille beaucoup le noir et le blanc, c'est pas une chorégraphe de la couleur. Et puis c'est une chorégraphe de la pénombre plutôt qu'une chorégraphe de la lumière. Volta, une nouvelle énergie pour un nouveau spectacle à la recherche d'un nouveau public. D'entrée de jeu, les prouesses sportives prennent le dessus sur les numéros de cirque plus traditionnels. Fais gaffe, hein, fais gaffe. Bienvenue dans l'univers poétique de l'opéra comique. Un lieu hanté par des personnages prestigieux, Berlioz, Bizet, Debussy, Offenbach. Très jeune, j'ai toujours été attirée par la musique, mais elle a vraiment commencé à évoluer vraiment dans le gospel, quand j'ai commencé à jouer le rôle de soliste dans les églises. Appel au divin, voire à la magie, comme au Togo.
Le cadenas peut être utilisé de deux façons. Donc soit on les pose sur les jambes qui empêchent l'ennemi de marquer, ou alors sur la bouche de l'arbitre. Alors Monica, vous avez accepté d'être maîtresse de cérémonie à Cannes pour la 2e fois. Pourquoi? Pour l'amour du cinéma, d'abord. Pour l'amour pour Cannes, parce que ça permet à tous les films d'exister. Le festival a mis en avant la génération montante de la scène africaine. Moi, j'ai eu 2 coups de cœur, Bissa Kadé du Ghana et les Kif Nobit de Côte d'Ivoire. J'ai quand même l'impression que ma vie, elle s'est déjà déroulée. Je ne peux pas imaginer, j'en aurai une longue maintenant. C'est long, c'est court, c'est horriblement vite. Il ne faut pas se laisser aller. Son anniversaire, Daniel Darieux le fêtera en famille et en toute discrétion. Voilà, nous allons parler maintenant de Jacques Prévert. Voici 2 livres, enfin en tout cas le livre le plus célèbre de recueil de poèmes qui s'appelle Paroles. Jacques Prévert, donc, qui est à la fois parolier, scénariste, poète, plasticien. Il y a 40 ans, le 11 avril 1977, il disparaissait. De nombreux livres paraissent à cette occasion. On le commémore, par exemple, au Printemps des Poètes. Que reste-t-il de Prévert 40 ans après sa disparition? Nous en parlerons juste après ce sujet que voici. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Jacques Prévert, c'est un poète qu'on peut chanter grâce à des mélodies inoubliables. Prévert le poète, ce sont des centaines de textes devenus presque autant de chansons. C'est aussi Paris et les flâneries qui l'ont souvent inspiré. Prévert, c'est l'amitié des plus grands intellectuels et artistes, André Breton, Chagall, Picasso, Doisneau. C'est le surréalisme de ses collages, la marque de son esprit poétique et irrévérencieux. La vie de Prévert, c'est un véritable inventaire. Qui n'a pas chanté du Jacques Prévert à l'école? De préférence dans une école Jacques Prévert. Il y en a près de 800 en France. À Paris, le collège qui porte son nom est à Saint-Germain-des-Prés, un quartier familier pour Prévert. Toute son enfance, il y a vécu, d'une adresse à l'autre. Dès son service militaire, Prévert se lie avec des intellectuels. Et de retour à Paris, il fréquente les cafés du tout Paris des lettres et des idées. Son domicile de Montparnasse est bientôt un repère pour les surréalistes. Et puis c'est l'heure des grandes luttes sociales des années 30. Prévert monte le groupe Octobre, une troupe de théâtre engagée qui soutient les ouvriers en grève. Et leur chanson fétiche n'a rien d'une comptine pour enfants. Marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève, où allons-nous? Après le théâtre, le cinéma, 10 ans de la vie du poète devenu scénariste. Aujourd'hui, on restaure Lumière d'été de Jean Grémillon. Quand l'ange gardien s'éloigne. Mais Prévert, c'est aussi une longue amitié avec Marcel Carné. Prévert scénarise, Carné réalise des films cultes, des répliques éternelles. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Le cinéma amène bientôt Prévert à la chanson grâce à Vladimir Cosma et à sa petite musique glissée dans un film. Vous connaissez cet air-là? Non. Moi non plus. Et pourtant, pour les chansons, j'en connais un rayon. Moi, je l'ai déjà entendu. Mais où et quand? C'est Yves Montand lui-même qui, juste après, chantera le premier Les Feuilles Mortes. Bien avant tant d'autres, Iggy Pop, Juliette Gréco, sans compter les versions en anglais. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. C'est une des 3 chansons françaises les plus chantées dans le monde. Vous avez 600 interprètes qui chantent Les Feuilles Mortes ou Autumn Leaves dans le monde entier. Ça a commencé par Frank Sinatra, et le dernier interprète à avoir chanté en anglais Les Feuilles Mortes, c'est Bob Dylan quand même. Poème chanté, poème découpé, petites vignettes et ciseaux immenses. Prévert faisait d'un simple décor une histoire. Mais je ne pense qu'à ça. Une histoire ou un blasphème, en transformant des religieuses en animaux ou en monstres.
tu enlèveras. Ou en donnant au pape une tête de pomme de terre. Et tu resteras. André Posner, ami de Prévert, a consacré tout un ouvrage à cette poésie découpée. Picasso, qui était un de ses très grands amis, a dit « Tu ne sais pas dessiner, tu ne sais pas peindre, mais tu es peintre ». Et c'est vrai qu'il y a un sens de l'image, un sens de la couleur, un sens du rendu dans ces collages qui est assez formidable. 40 ans après sa disparition, Prévert est toujours sur scène, avec par exemple ce spectacle pour enfants et parents, Voici Simple comme bonjour. Le soleil aime la terre aime le soleil. Quelques mots de Prévert, de la couleur, des marionnettes et le rêve est déjà là. Ne nous regarde pas. C'est ça qui est génial chez Prévert, c'est qu'il revendique des choses, il est militant sur plein de choses, mais que dans un message d'amour, dans un message positif. De sa terrasse de Pigalle, Prévert contemplait le monde, le racontait, le découpait, le scénarisait. Prévert disparu, cette œuvre gigantesque reste un patrimoine inestimable. Voilà, Jacques Prévert, vous savez, a fait partie donc, du mouvement surréaliste, puis après il a rejoint le groupe Octobre, donc il a épousé la plupart des grands mouvements donc, du XXe siècle pour devenir l'un des poètes les plus populaires, peut-être même le plus populaire justement, avec une image très célèbre qu'on retrouve sur Parole, c'est-à-dire ce monsieur à casquette avec sa petite cigarette au bec. Qui veut démarrer? Allez, là on part... Non, c'est vrai que, à l'aventure. Alors, oui, à l'aventure. C'est pas un inventaire à la Prévert. Non, mais c'est vrai que que reste-t-il de Prévert? J'ai envie de vous répondre. Tous ces enfants qui apprennent, puisqu'il est au programme, donc tous les petits francophones ont au moins appris une poésie ou un poème de Jacques Prévert. Plus de 500 écoles en France portent le nom de ce poète, qui n'était pas seulement un homme de mots, mais aussi un homme d'image. Moi, mon Prévert préféré, c'est le scénariste attitré de Carnet. On a entendu ces répliques cultes dans le sujet. T'as de beaux yeux, tu sais. Moi, ma préférée, c'est dans Les Enfants du Paradis, quand il dit, quand Garance, qui est jouée par Aletti, dit « Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment d'un aussi grand amour ». Elle répond à Frédéric Lemaître et elle plaisante puisqu'il est en train de flirter avec elle et elle lui répond ça avec un aplomb. Et Prévert, c'est ça aussi, c'est des rôles féminins forts. C'est vrai qu'à l'époque, les femmes, elles n'étaient pas forcément... Voilà, scénario inédit, c'est donc là aussi chez Folio. Voilà. Donc, en dehors de Parole. Garance dans Les Enfants du Paradis, Nelly, interprétée par Michel Morgan. Et donc, on peut redécouvrir, parce qu'il a traversé le siècle, il est né en 1900, et donc il a traversé le siècle. Et je vous propose, moi, cette incroyable, j'exagère un peu, je m'emporte, mais quand même ce très, très beau roman graphique qui est consacré à Jacques Prévert, avec ce titre assez amusant. Jacques Prévert n'est pas un poète, c'est une boutade. Lui-même, il disait que c'était un artisan des mots et non pas un poète. Et d'ailleurs, il avait dit « J'écris pour faire plaisir à beaucoup et pour en emmerder d'autres ». Parce que Jacques Prévert a aussi ses détracteurs. Donc, pour en finir avec ce roman graphique... il a été l'objet, un petit peu comme Camus, dont on disait que c'était... Enfin, certains critiques avaient dit que c'est un philosophe pour classe terminale. C'était le cas des Sartriens. Oui. Prévert, on lui a reproché justement d'être devenu un poète populaire. Oui. Une sorte de Georges Brassens de la poésie, si vous voulez. Et c'est vrai qu'une partie du monde culturel, tout d'un coup, avec le succès, a commencé à le dénigrer. C'est chez Dupuis. Moi, je crois que ce qui a contribué aussi à sa popularité, son côté populaire, qui, chez moi, n'a pas un sens négatif, c'est la chanson, évidemment. Parce que, même s'il n'en a pas composé autant qu'on ne pense, c'est quand même les chansons qui lui ont permis aussi de trouver le chemin du grand public. Et là, on quitte en effet le côté poète au programme des écoles. Il faut rendre hommage aussi d'ailleurs à Joseph Cosma, qui a joué un rôle essentiel dans la notoriété de Prévert comme parolier. Moi, ça me frappe de voir que quand on va sur les sites de streaming et qu'on va voir les albums qui sont présents, et il y a un certain nombre d'albums qui sont soit ressortis, soit de nouvelles compilations qui ont été réalisées, eh bien, on voit que le compteur augmente et que pas mal de gens viennent réécouter. Ça vaut la peine d'aller jeter un œil si vous êtes abonné à un service de streaming. Et puis, alors, il y a eu plein d'initiatives. Chez nous, la première, qui est une des radios de la RTBF, a diffusé pendant une semaine un feuilleton radiophonique qui a été réalisé par Dominique Martineau-Lagarde et où on raconte l'histoire de Prévert. Ce sont des épisodes assez courts, on peut les trouver en balado-diffusion, en podcast, comme on dit de ce côté-ci de l'Atlantique.
Et ça a eu un réel effet qui montre bien, en effet, qu'aujourd'hui, les gens connaissent encore Prévert et ne sont pas prêts de l'oublier. Mathieu. Il est populaire partout dans la francophonie. Et d'ailleurs, je m'en voudrais de ne pas vous souligner ce très beau petit livre qui vient de paraître au Québec. Ça s'appelle « Pour faire le portrait d'un poète, hommage du Québec à Prévert » avec un de nos grands philosophes qui a commandé ce livre-là, Normand Baillargeon. Il y a des choses magnifiques qui ont été écrites à propos de Prévert. Et il y a un chroniqueur bien connu au Québec qui s'appelle Simon Jaudoin qui dit ceci sur Prévert. Il dit « Bien des artistes engagés devraient en prendre bonne note. Peu de mots suffisent pour se moquer des puissants. Parfois, une comptine suffit. C'est sans doute la leçon de poésie la plus précieuse que j'ai pu recevoir. Ceux qui déboulonnent des statues avec de grands discours ne font bien souvent qu'ériger la leur. » Et ça résume bien Prévert. Ce livre-là est un bijou d'hommage à Prévert et ça montre aussi toute la résonance, tout le rayonnement dont il bénéficie un peu partout. Et au Québec, il a de nombreux fans et c'est vraiment très bien ainsi. Donc, petit hommage à Prévert, vraiment à se procurer. C'est vraiment un livre assez chouette qui a été publié à ce sujet. Le procès en trahison ayant toujours lieu, puisqu'il a participé aux mouvements les plus, comment on peut dire, les plus révoltés du début du XXe siècle. Donc on considère, du point de vue des surréalistes avec qui il s'est fâché, du point de vue du groupe Octobre, qu'il est passé... c'est un peu comme quelqu'un qui serait né avec Godard et qui travaillerait avec Georges Lautner. C'est un peu ça, l'idée qu'on... C'est un peu ça ce qu'on reproche à Prévert, ce qui est complètement insensé. Michel. Puis il y a aussi une chose dont on n'a peut-être encore pas parlé maintenant, mais dont j'ai l'impression, c'est que c'est un libertaire, mais c'est aussi, il était anticlérical, anticléricalisme, contre la guerre, contre la bourgeoisie, anticléricalisme. Donc bonne tête de français... Mais engagé, alors même s'il n'a jamais fait partie de parti politique, il était engagé socialement. C'était quand même un groupe qui était très à gauche. Oui, mais il n'a jamais eu sa carte au PSC ou au PS, en l'occurrence, et il ne voulait pas l'avoir. Mais il y a aussi une certaine intelligentsia de droite aujourd'hui qui peut peut-être aussi lui reprocher, on va dire, un certain engagement à gauche. Et puis, quand on réfléchit à ce qui reste de Prévert, peut-être... quand on a de la peine plutôt à savoir ce qui reste de Prévert, moi j'ai l'impression qu'il reste cet esprit, alors cet esprit populaire, cet esprit militant, mais surtout ce qui a peut-être desservi dans son héritage culturel, c'est le fait justement qu'il a été, quand on parlait, c'était polymorphe, protéiforme. Mais chaque fois avec d'autres signatures. C'est-à-dire qu'au cinéma, il a signé des scénarios incroyables, mais c'était pour de grands réalisateurs. La chanson, c'était des poèmes souvent qui ont été mis en musique et en chanson, parce qu'il a écrit très peu de chansons. Il en a écrit une dizaine véritablement seulement de chansons. Pareil avec Aragon. Aragon a été mis en musique par beaucoup de gens. Un peu la même chose. Alors, on le retrouve aussi comme poète scolaire et autres. Donc, il est présent partout, puis en même temps, il n'est peut-être pas véritablement identifiable. Il y a même cette histoire des fameux collages qui l'ont aussi rendu en partie célèbre après sa fameuse chute à la radio à Paris. Il est tombé par une porte-fenêtre, il a dû être hospitalisé, donc il s'est mis véritablement à ce moment-là à faire des collages encouragés par Picasso et par Miro. Des collages d'ailleurs qui étaient exposés à la Fondation Michalski en Suisse jusqu'à la fin du mois d'avril passé et qui d'une certaine manière d'ailleurs ont influencé peut-être des gens comme Plonck et Replonck en Suisse, parce qu'on est un peu dans le même univers, un petit peu barré comme ça, avec des collages un peu surréalistes, un peu front-fou. Il y a un véritable cousinage entre les deux. Donc voilà, pour moi, Prévert aujourd'hui, c'est pas forcément identifiable, c'est plus identifiable à une œuvre en particulier, mais c'est un véritable esprit qui demeure et qui a essaimé dans beaucoup de formes artistiques. Interactivité, les nombreuses citations de Jacques Prévert que l'on trouve sur les réseaux sociaux sont la preuve de la modernité de son œuvre. Lucie a choisi celle-ci pour la diffuser via Twitter. Plus tard, ce sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Mais c'est des tweets, en fait, ce qu'il écrit. C'est 140 caractères, pratiquement. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des textes longs, il y a des textes extrêmes. C'est très compatible, en fait. Il y a des textes longs, il y a des textes extrêmement courts. Et vous savez que Normand Baillargeon, qui signe, donc, à qui on doit ce livre-là, il alimente un compte Twitter où il reprend des aphorismes de Prévert. Ça s'appelle @Normand Prévert, si vous voulez aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment savoureux. 300 millions de critiques. Vous nous rendez sur Twitter, la page Facebook, les adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Évidemment, vous faites tous les commentaires que vous souhaitez. On va commencer justement par vous, mon cher Mathieu, pour les coups de cœur.
Coup de cœur, on a parlé de la Biennale de Venise. Eh bien, j'aimerais vous rappeler qu'il y a actuellement à Québec une biennale, bon, toute proportion gardée, c'est une biennale vraiment très intéressante. Ça s'appelle Manif d'art. C'est jusqu'au 14 mai, donc il reste une semaine pour aller la voir. Et notamment l'œuvre dont je vous parlais de BGL, qui était à Venise il y a 2 ans, elle est présentée en partie dans cette biennale-là. Vraiment très intéressant si vous n'êtes jamais encore allé, notamment au nouveau pavillon du Musée national des Beaux-Arts à Québec. C'est une bonne manière d'y aller. C'est un bon prétexte pour y aller. Donc, Manif d'art avec le thème de la joie cette année. Michel. Un ouvrage collectif qui paraît chez l'éditeur Georg dans la collection L'Équinoxe. Excellent bouquin, s'intitule Ligne de front. Et ça analyse, ça interroge les rapports de la BD qui relate, qui parle de la guerre, qui parle du totalitarisme, qui parle des dictateurs. Alors on retrouve Tardy, Hergé, Sacco et plein d'autres grands BDistes qui sont analysés et qui permettent de comprendre comment la BD s'est approprié ça. C'est un regard à la fois sur la BD et sur l'histoire, les deux ensemble. Et par les temps qui courent, eh bien, c'est une lecture que je vous recommande chaudement. Mon cher Alain. Eh bien, au Louvre-Lens, vous savez ce que c'est, presque en Belgique, une exposition, une rétrospective sur 3 frères. Mais ce ne sont pas des inconnus, un peu, il faut les redécouvrir. Les frères Lenain, Antoine, Louis et Mathieu, XVIIe siècle, 3 peintres dont on ne connaît pas bien le rôle de chacun dans leurs œuvres, d'où cette exposition qui s'appelle le Mystère Lenain, première rétrospective depuis 40 ans à redécouvrir. Très belle mise en valeur, très belle explication aussi de la manière dont on peut essayer de comprendre leur œuvre, le rôle de chacun. Voilà, au Louvre-Lens jusqu'à cet été. Estelle. Donc, 2 coups de cœur, notre web-série sur Jacques Prévert, donc sur TV5 Monde. Elle a été réalisée par Isabelle Mourgère et elle est vraiment très réussie, donc allez la voir. Et enfin, ces 2 concerts à ne pas rater en ce joli mois de mai. C'est à l'Institut du Monde Arabe avec 2 artistes que nous aimons depuis toujours, Manu Dibango et Ina Modja. Donc 2 concerts à ne pas rater, donc c'est au mois de mai. Voilà, je terminerai avec Lisa Vignoli. Parlez-moi encore de lui aux éditions Stock. Donc c'est à la fois un roman et un récit qui parle de Jean-Michel Gravier. Jean-Michel Gravier, c'est un chroniqueur, c'est un journaliste, c'est un dandy qui a surtout donné des textes dans les années 80, qui était proche, par exemple, d'Isabelle Adjani et de beaucoup de gens du monde culturel qui, malheureusement, nous a quittés. Et donc, les textes de Jean-Michel Gravier, c'est un personnage qui a disparu, mais qui est indispensable. Et il est la quintessence de ce qu'on appelle le passeur. C'est-à-dire quelqu'un qui a donné la possibilité à beaucoup de gens qui le lisaient dans les journaux d'accéder à un monde plus complexe, plus underground, mais qui, dans son cas, allait évidemment de la poésie populaire à la chanson populaire, en passant par des choses beaucoup plus énigmatiques, beaucoup plus mystérieuses. Et puis c'est aussi un peu la fête, mais la fête disparue des années 80. Beaucoup de talent, cette jeune Lisa Vignoli. Eh bien, au revoir. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses